Le thème de l'émission, c'est le Dolby Atmos. Alors on avait déjà fait des interviews d'autres personnes de chez Dolby il y a 2 ans, je crois, on en avait fait plusieurs notamment, mais c'est vrai qu'on s'est dit que ça pourrait être bien d'en refaire une 2 ans après, parce qu'il s'en est passé des choses à tous les niveaux, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui avec Adrien. Comment vas-tu, Adrien? Salut, alors bah, écoute, ça va super. Merci pour l'invitation. Salut à toi et à tout ce beau monde. Donc du coup, on va expliquer ce qu'est le Dolby Atmos en premier lieu. On va voir aussi comment le marché a évolué ces 2 dernières années, en quoi le travail aussi du mixage est différent. On va voir aussi quelles sont les solutions, que ce soit matériel ou logiciel, pour rendre son home studio compatible. Je rappelle que cette vidéo est sponsorisée par Dolby, donc merci Dolby, merci à vous de nous permettre d'avoir une interview intéressante comme ça. Je rappelle aussi, ça sera une interview forcément un petit peu longue parce qu'on va rentrer dans les détails et c'est ça qui est intéressant. Donc je rappelle que la vidéo sera chapitrée, voilà, elle est chapitrée sur YouTube. Donc écoute, on va commencer tranquillement. Adrien, donc tu t'appelles Adrien Franqui, tu travailles pour Dolby et quel est ton boulot exactement chez Dolby? Alors moi, je suis responsable de tout ce qui gravite autour de la musique, plus particulièrement les relations avec les labels, les studios, les artistes, voilà, en France et dans les pays francophones. Récemment, j'ai aussi un rôle un petit peu hybride, c'est-à-dire que je fais la relation avec les fabricants de matériel audio en Europe. Donc, toutes ces sociétés qui fabriquent les barres de son, les amplis, les enceintes connectées. Voilà, ce qui crée en fait un pont assez intéressant entre ce que propose Dolby, c'est-à-dire vraiment cet écosystème de bout en bout, et pouvoir parler de la création, de comment est-ce que voilà, les artistes se développent en France ou en Europe, et comment est-ce que cette volonté, cette intention artistique arrive voilà, au matériel grand public. Donc c'est Ah ouais, assez enrichissant, quoi. c'est vraiment un rôle transversal que tu as en fait, parce que tu as vraiment le côté... du coup, toi, tu as quoi comme formation Et écoute, moi je suis pour faire tout ça? musicien depuis petit. J'ai fini le diplôme voilà, piano classique, conservatoire. Et puis après, j'ai fini un master en musique et production musicale. Voilà. D'accord, ok. Donc, du coup, à la fois, tu peux discuter avec des artistes parce que tu as été musicien toi-même, et à la fois, tu as aussi le bagage technique, c'est ça, hein, pour expliquer ce qu'est le Dolby Atmos, j'imagine. Parce ça me rappelle une petite anecdote. Je crois que j'avais lu un truc sur les Beatles où dans les années 60, ils passaient à la stéréo. Voilà, on est passé de la mono à la stéréo. Et en fait, tu avais les ingé-sons d'Abbey Road, quoi, qui s'appelait Studio EMI à l'époque, qui tentaient Mhm. d'expliquer à John Lennon, qui était qui se posait des questions hein, sur la stéréo. Et en fait, il tentait de lui expliquer ce que ça allait apporter à ses chansons. Et en fait, il comprenait pas. C'est-à-dire que les ingé-sons expliquaient après coup qu'il était, ah, mais attends, mais je comprends pas du coup la stéréo, mais ça sert à quoi? Ça sert à faire 2 fois plus fort, c'est ça? Tu vois, il y avait vraiment il comprenait pas, quoi. Mais c'est normal parce que c'était vraiment une techno toute nouvelle. Donc c'est, avec le recul, évidemment, maintenant, on se dit, ah bah, oui, évidemment, la stéréo, voilà, on sait tout ce que ça peut apporter. Mais justement, alors, le Dolby Atmos, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est dans les grandes lignes? Complètement. En fait, le Dolby Atmos, c'est un format audio, d'accord? Donc, c'est un format audio de dernière génération qui est l'évolution en fait des formats audio qu'on connaît, qui étaient auparavant ou encore aujourd'hui. Si on prend le cas de la stéréo, faut pas que je le mette de côté tout de suite parce que sinon ça va mal se passer. Mais des formats audio orientés canaux ou multicanaux, d'accord? Mono, stéréo, Mhm. 5.1, 7.1, tout ça, c'est des formats audio orientés canaux. Ouais. Le format Dolby Atmos est du coup un format audio de nouvelle génération qui va utiliser une approche un peu hybride en récupérant cette approche multicanaux, mais en ajoutant une particularité qui sont les objets audio. Et c'est là où ça va devenir un petit peu intéressant. Ouais, C'est c'est un peu d'ailleurs la le raison cœur du principale. sujet, quoi. Est-ce que tu peux nous C'est expliquer ça. exactement ce qu'est l'objet audio, du coup? Un objet audio, c'est super simple à comprendre, c'est juste n'importe quel son, d'accord? N'importe quel son dans votre production musicale, dans une fiction, ça peut être un oiseau, un effet, voilà. Dans une production musicale, pareil, une guitare, une basse, une voix, une reverb,
qui va du coup utiliser donc son propre son, d'accord, mais Mm. aussi ce qu'on appelle des données, ou plus précisément des métadonnées, et qui vont être positionnées dans un espace. Et c'est là la grande différence avec les formats audio traditionnels multicanaux, c'est qu'un objet va vivre et va être véhiculé à l'intérieur d'un espace. Comme dans un Donc, jeu vidéo, quand tu crées un jeu vidéo en 3D, voilà, tu exactement. prends un On ne se objet et tu le soucie mets dans pas un vraiment de espace. savoir où est-ce que l'objet va être positionné dans une enceinte. D'accord? Quand tu Mm. travailles en stéréo, tu as deux enceintes et tu te dis, bah, ma guitare, je vais la placer comme ci, je vais essayer de la caser, de la faire rentrer comme ça, parce que je sais que je vais avoir deux enceintes quand je vais pouvoir mettre play et que ça va jouer. Le format Atmos n'est pas tout à fait la même philosophie. On ne conçoit pas en fait le son en fonction du nombre d'enceintes qu'on a, Mm. sinon de l'espace qui nous entoure. D'accord? D'accord. Et ces objets audio, on les place précisément dans cet espace. Et c'est ce qui fait qu'on appelle un format qui est immersif, on appelle ça aussi spatialisé ou 3D, parce que ces objets audio vont pouvoir se positionner devant, sur les côtés, derrière. Et en plus de ça, vont pouvoir aller se placer là-haut, donc aller chercher cette verticalité. Mm. Et en plus de ça, on va pouvoir leur donner de l'automation, les faire déplacer, leur donner une taille, voilà, finalement leur donner une vie à l'intérieur et venir donner à l'auditeur non plus cette sensation d'être en face de la musique, mais vraiment à l'intérieur de quelque chose. D'accord. Alors une fois, du coup, bah, j'imagine que les logiciels pour mixer, on en reparlera hein, après dans l'émission, mais j'imagine que du coup, vu que tu as pu tout ce côté canal et tout ça, avec tous les canaux et tout ça, j'imagine que c'est très différent de mixer en Dolby Atmos justement parce qu'on manipule des objets du coup dans un espace 3D quoi. C'est ça, on est plutôt sur un mixage spatialisé de panoramique 3D. Mm. Plutôt que sur une approche plus traditionnelle de bus processing et mastering comme on a l'habitude en stéréo. Mais ça, il faudra qu'on en reparle parce qu'il y a Ouais, des bien petites sûr. subtilités. On a le temps, ouais, effectivement, on va en parler de tout ça. Une fois qu'on a fait ça, imaginons, là tu me dis, bah en fait le mixage en Dolby Atmos, on place des objets comme ça dans un environnement 3D et tout ça. Une fois qu'on a fait tout ça, comment ça se passe au niveau de la diffusion du coup? Une fois qu'on a toutes ces données, parce que j'imagine qu'il y a plein de systèmes de diffusion différents. Comme tu l'as dit, parfois on peut écouter du Dolby Atmos au casque, donc avec juste deux transducteurs. On peut écouter ça sur, j'imagine qu'on peut avoir ça avec 5 enceintes, avec 7 enceintes. Voilà. Tout le monde n'a pas la même configuration et de ce que j'ai compris, c'est aussi ça l'avantage, c'est que ça s'adapte à la configuration. Donc comment ça marche après une fois que tu as placé tous tes objets comme ça? En fait, tu as raison dans le sens où grâce à ces objets, pardon, c'est très adaptable, très évolutif. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Et c'est la raison en fait principale de comment et pourquoi le format Atmos s'est placé aujourd'hui comme étant le format immersif de référence auprès du grand public. En fait, quand tu es dans ton studio, tu travailles dans ce format, tu places tes objets, etc. Tu es Mhm. très content. Et tu fais un export. Tu fais un export dans un format qui est un format ouvert qui s'appelle le ADM BWF, dont vous avez peut-être sûrement déjà entendu parler. Donc Ouais, Audio Definition Model Broadcast Wave Format, d'accord, c'est qui est ni compliqué, plus mais ni moins d'accord. qu'un fichier. Pardon? C'est compliqué, mais d'accord, vas-y. Ouais, bah en fait, c'est simple, c'est un fichier qu'on appelle souvent le fichier ADM, Ouais, qui est un fichier multicanal entrelacé avec toutes ces fameuses métadonnées de positionnement. OK? d'accord. Voilà. Et donc, quand on est en studio, qu'on livre notre projet au label, on va livrer un ADM BWF. Donc D'accord? là, il n'y a aucune perte de données, on a vraiment tout dedans, quoi. On a tout, on a pas mal d'informations. Et on va aller vous expliquer un petit peu tout ça plus en détail, mais on a les informations d'un seul et unique master qui va pouvoir être joué et adapté sur une multitude d'appareils Mm. compatibles. Et tu l'as dit, à partir de deux membranes, deux transducteurs, deux canaux, jusqu'à quand on est en version home, donc
si je la compare au cinéma, tout ce Ouais, qui est home, ça va être voilà, musique, fiction, etc. Donc on peut aller reproduire un flux Atmos à partir de 2 canaux jusqu'à, je crois que c'est une trentaine, 34, quelque chose comme ça. d'accord. Voilà. Et Et, la particularité en fait et comment ça fonctionne, c'est qu'à partir du moment où un appareil compatible Atmos va réceptionner un flux, lui qui est compatible va dire, moi, je sais le décoder déjà dans un premier temps. Je sais d'accord. ce que c'est. C'est-à-dire Hmm. que je comprends ce fameux voilà, ADM, je le comprends. Alors après, il y a eu peut-être une phase voilà, de compression de données à un moment pour faire passer dans les tuyaux et Hmm. réceptionner, mais peu importe, il va comprendre en fait le format, le décoder, et lui il va dire, maintenant, moi, eh ben, il s'avère que j'ai 7 canaux. D'accord, D'accord. Je vais réadapter tout ce contenu en fonction de mes capacités. Donc, je d'accord. vais réadapter en fait tous ces objets, je vais les repositionner en fonction de mes capacités et je vais réadapter tous ces objets grâce aux métadonnées de positionnement en fonction des capacités que je sais faire pour livrer en fait cette expérience immersive. Voilà. D'accord. Et c'est ça qu'on appelle le rematrissage ou pas? Tu peux appeler ça rematrissage, voilà, D'accord. exactement. Ouais. Alors il y en a qui appellent ça tu appelles ça du down mix Ouais. quand il s'avère voilà repasser sur ça, ou du re-render, ou voilà. Mais Hmm. on est effectivement sur cette logique et c'est d'ailleurs quand tu regardes l'outil, le logo pardon Dolby, c'est 2D. C'est un Ouais. D pour l'encodage, un D pour le décodage. Hop. D'accord. Et voilà. Et après, on va récupérer toutes ces informations et le système de reproduction, lui, va être un peu intelligent. Il va dire, bon, bah, voilà ce qu'on peut faire avec ce que je sais faire. Ouais, et du coup, toi qui, j'imagine, as pu écouter comme ça un mix Dolby Atmos sur plein de systèmes de diffusion différents, est-ce que on retrouve bien à chaque fois une certaine homogénéité, même si tous les systèmes sont très différents et tout ça, mais vraiment au niveau des placements et tout, ça marche vraiment bien? C'est assez bluffant, Hmm. je dois te dire. Beaucoup de mixeurs qui travaillent en 5.1 m'ont déjà dit d'emblée, bon, déjà, quand je bosse en Atmos et que je repasse en 5.1 à travers le même mix Atmos de façon automatique, je retrouve mon 5.1, c'est incroyable. D'accord. Et en stéréo, ça marche aussi. Alors après, il y a des différences parce qu'on compare beaucoup aujourd'hui la stéréo et tous les outils qu'on a avec ce que le format Dolby Atmos peut faire en partant du Dolby Atmos et juste en faisant un processing et un re-render justement Hmm. et en avoir une version stéréo. Et on se dit, ah oui, mais non, moi je préfère la stéréo. Bah oui, bien sûr, Hmm. on en reparlera. Ouais, bien sûr. Mais sur les équipements grand public, on a vraiment des belles surprises, que ça soit, bon, les amplis, je les mets de côté, parce que les amplis, c'est forcément voilà, déjà beaucoup plus cher, Hmm. mais ça représente un petit peu ce qu'on a en studio. Donc là, l'expérience est quasiment similaire. Mais ensuite, sur les barres de son, sur les progrès qu'ont fait les fabricants ces dernières années, à toujours essayer de pousser de plus en plus de qualité. Les algorithmes évoluent en termes voilà, de positionnement, de placement, de reproduction. Ils ont pas tous les mêmes algos. Les algos comme ça de décodage, c'est Dolby qui les fournit ou c'est les Oui, fabricants? toute la partie décodage, oui. Après le processing, on a des briques, nous, de processing, mais si un fabricant veut apporter une EQ qui lui est particulière, parce que c'est sa signature, Ouais, il a le droit de le faire. d'accord. Mais c'est juste la partie Mais EQ, oui, pour adapter finalement au transducteur, mais tout le partie décodage, a voilà, priori, tout le monde est sur voilà, un pied d'égalité. complètement, D'accord, complètement. ok. Bah justement, tu parles du marché de l'audio grand public, il a beaucoup évolué en 2 ans. C'est vrai qu'on a commencé à en parler sur Audiofanzine, bah voilà, ça faisait que commencer. Et c'est vrai qu'il y a eu le gros boost, notamment d'Apple, hein, avec Apple Music qui a pris ça en charge. Donc c'est vrai que j'imagine que ça a changé beaucoup de choses pour vous. C'est quoi justement l'évolution, toi qui dois connaître un petit peu tout ce qui est matériel grand public? Donc qu'est-ce qu'on appelle les matériels grand public? C'est tous les casques grand public, typiquement bah, les AirPods, voilà, qui sont peut-être les casques les plus vendus au monde. J'en sais rien, j'ai pas les chiffres exactement, mais je pense que ça doit aller. Les barres de son, t'en as parlé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a dans l'automobile, c'est ça? C'est quoi le marché grand Ah, public? ouais, alors juste peut-être une précision sur les casques. Ouais. Ça, c'est important. Je trouve qu'Apple a été assez fort pour deux choses, comme ils l'ont souvent fait. Et comme tu dis, il y a 2 ans, ils sont arrivés un petit peu dans la danse. Et petit à petit, je ne sais pas si tu as remarqué, ils ont eu tendance à dire, bah, c'est nous qui avons imposé cette audio spatiale. Ouais.
Et à partir du moment où Apple a mis un peu voilà, des termes sur... Parce qu'on appelait ça avant audio 3D, Ouais, voilà, toujours avec Dolby Atmos derrière, mais une façon plus peut-être simple que le grand public puisse se dire, ah d'accord, parce que bon, Dolby Atmos, forcément, on ne comprend pas. Mais si je te dis audio spatial, tu dis, ah oui, d'accord, donc oui, oui. spatial, peut-être que, d'accord. Et ils ont été très très forts là-dessus, très très forts, ça nous a aidé énormément Parce qu'en fait, à eux, ils utilisent démocratiser. le terme audio spatial, mais moi, je sais que sur mon iPhone, quand j'écoute une chanson Dolby Atmos, t'as quand même le logo Dolby Atmos qui Alors, apparaît. tu as toujours, et voilà, et c'est là où ils ont été très forts, c'est qu'ils ne l'ont pas brandé Dolby Atmos, ils l'ont brandé audio spatial. Donc tu pourrais D'accord, dire, ah bah c'est Apple qui a inventé l'audio spatial. Pas tout à fait. Ils d'accord. utilisent Dolby Atmos, mais ils appellent ça audio spatial. Et d'ailleurs, dans certains outils, parfois, quoi, en fait, spatial, ça veut un peu tout et rien dire. C'est vrai que derrière, il peut y avoir n'importe quelle techno, pas forcément Dolby Atmos, c'est ça? Exactement. Ok, Exactement. donc c'est là où il faut faire Et, attention. et, ils, et ils ont eu aussi cette force de pousser, parce que finalement, ils vendent avant tout des appareils, si tu les compares à d'autres plateformes de streaming, Mm, de dire, ah oui, mais l'audio spatial, s'écoute principalement sur des AirPods ou des AirPods Max. mm. Ce qui est vrai, et honnêtement, moi j'ai les deux et je les teste tous les jours pour écouter des trucs, et l'expérience est quand même très très bonne. La la petite chose que je voulais juste préciser, c'est qu'en Mm. fait, n'importe quel casque sait reproduire un mix Atmos, Ouais, d'accord? c'est ça. Ce qu'il faut, en fait, c'est que ton appareil, donc Android ou iOS, c'est le faire, et que ton service soit compatible Dolby Atmos. Donc, à partir du moment où tu reçois, toi, un flux Dolby Atmos, d'accord, et que, comme tu dis, c'est tagué, tu as le petit logo et tout va Mm. bien, que tu aies un casque ou des AirPods chez Apple, ou que tu aies un casque n'importe lequel, le plus lambda, même, tu vois, des écouteurs filaires basiques, Mm. tu auras une restitution et tu auras le mix Atmos. Ouais, D'accord? mais Voilà. oui, Voilà. le décodage est logiciel, en fait, c'est ce que tu es en train de dire. C'est pas dans le casque, en fait. Non. Ouais, mais par contre, Apple, eux, ils bloquent quand même que pour leurs écouteurs, le Dolby Atmos. Non. Ah ouais, C'est-à-dire que d'accord. tu peux aller ouais, oui, tu peux aller dans les réglages et dire, ah, mais moi, je veux l'activer, en fait. Je veux l'activer, même si j'ai pas encore, parce que c'est pas encore le Black Friday ou Noël, le Dolby Atmos. Et oui, il y a plein de petits forums là-dessus Ah qu'on ouais, pourra ça, aussi tu m'apprends un partager. truc. Donc, oui, tu peux avoir du Dolby Atmos sur un iPhone avec n'importe quel casque, en fait. Et ouais, et c'est là où, comme je te dis, ils ont été très, 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 très forts. Ah ouais, c'est super intéressant, ça. Ah, parce qu'on avait testé, d'ailleurs, il y a pas longtemps, un casque Sony, qui, justement, Sony ont sorti un casque brandé comme ça, Dolby Atmos. C'est ça que nous, on a fait le test et tout ça. Et en fait, oui, c'est ce qu'on explique dans l'article. En fait, le casque, c'est un casque normal. Il y a deux transducteurs. Effectivement, comme tu dis, de toute façon, en fait, Sony le vend comme ça parce que, apparemment, ils ont fait en sorte que la courbe de réponse fait que ça met en valeur, voilà, la Et oui. spatialisation, on va dire. Mais c'est vrai que le casque, finalement, il a rien de spécial. C'est-à-dire qu'il va pas décoder, en fait. Non, mais comme tu dis, ils ont été conçus pour donner la meilleure expérience Atmos, spatiale, immersive possible. C'est Et ça. c'est vrai que ça, c'est intéressant. Je l'ai testé aussi. C'est un super, super produit. Ouais, c'est quoi? C'est surtout dans le haut du spectre, c'est ça où faut que ce soit un petit peu développé, il y ait du détail dans le haut du spectre, j'imagine. T'as plein de paramètres. Après, on rentre dans des choses qui sont vraiment liées au binaural. Et donc en fait, t'as, voilà, la façon de gérer le différentiel d'intensité, différentiel de temps. Est-ce qu'on est sur un casque ouvert ou fermé? Hmm. Ou comment est-ce qu'on positionne en fait la directivité de ce qu'on a à l'intérieur du casque, quel matériau on utilise, et après quel est le processing, etc. Donc c'est plein de paramètres. Hmm. Euh, Bah, t'as dit un terme voilà. important là, t'as parlé de binaural parce que on peut peut-être expliquer ça parce que c'est vrai que les gens vont peut-être se Ouais. demander, mais alors du coup, comment ça marche la spatialisation dans un casque? Parce qu'un casque, Carrément. effectivement, comme on l'a dit, il y a juste deux transducteurs, comme ça, il y a une petite Ouais. enceinte à gauche, une petite enceinte à droite, mais il y a rien de Ouais. plus. Et Donc ouais. comment ça marche alors du coup? Le binaural, c'est un moyen de restituer le son en trois dimensions, et c'est ce que tu utilises, ce que j'utilise, ce que tout le monde utilise tous les jours, maintenant même, avec deux oreilles. Voilà, donc en fait, on a deux oreilles, mais on perçoit le son en trois dimensions. Hmm.
Oui, On parce est, que on on est sait que fou. c'est une histoire c'est la tête aussi qui diffracte, c'est ça, certaines fréquences. En fait, nos deux oreilles ont un espace particulier, alors certains plus ou moins grands, mais en fait, oui, c'est ça qui nous permet aussi. Le filtrage de certaines fréquences fait que on se dit naturellement, nous, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais on se dit, ah, ça vient de derrière parce que, voilà, il y a telle fréquence qui est filtrée ou. Ouais, c'est super intéressant le binaural. Donc du coup, Exactement, ça ouais. utilise ça pour pouvoir retranscrire. Du coup, il y a un décodage et puis un Exactement. rencodage, c'est ça? Et c'est en fait le binaural, c'est pas nouveau. Si vous creusez un petit peu et vous le savez peut-être déjà, ça fait mais des années qu'on utilise le binaural, que ce soit avec l'IRCAM, que ce soit avec des artistes, voilà. Mais le fait de pouvoir en fait utiliser cette façon de restituer euh, cette scène en trois dimensions au casque à travers en fait tout un écosystème, ça c'est une nouveauté. Ça Hmm. c'est vraiment quelque chose. On a travaillé avec Jean-Michel Jarre il n'y a pas longtemps qui nous a dit, bah, enfin j'arrive grâce au Dolby Atmos à livrer mon intention artistique immersive 3D à tout le monde en fait. Ouais, Donc on n'a pas inventé le binaural en fait, Dolby n'a pas inventé le binaural, mais la façon dont on encapsule ce master et toutes les informations sont véhiculées et pour être produits sur le casque, ça oui, et ça fonctionne super bien. C'est ouais, un des meilleurs, enfin, c'est un là où on écoute le plus de musique aujourd'hui, c'est au casque. Et en ah ouais, fait, le streaming a explosé, on en veut de plus en plus, on veut que ça soit personnalisé. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Comme tu disais, l'oreille est très particulière. Chaque individu a une oreille. hmm. On s'intéresse de près maintenant à savoir bah, comment est cette oreille et est-ce qu'on peut en avoir une empreinte par individu, par personne, pour pouvoir l'optimiser en fait. C'est ça. Ça existe déjà dans nos outils de création, Dolby. Donc, quand vous créez un mix Atmos en studio, vous avez la possibilité de faire une empreinte de votre oreille et de dire, ah, ça, c'est ma courbe à Hmm. moi Ouais. et je vais travailler avec la meilleure restitution binaurale en fonction de mon oreille et celle de la tienne, Grégoire, quand Ouais. tu vas écouter, tu vas dire, bah non, mais moi, je suis pas, moi, j'ai ma propre courbe de réponse, donc le contenu va s'adapter en fonction de la forme de ton oreille. Alors ça, c'est une question qu'on Bref, avait justement, que j'ai souvent eu avec des gens sur Audiofanzine. Est-ce que finalement, effectivement, on a une paire d'oreilles, alors, elles sont toutes différentes et tout ça, mais on vit avec. Donc est-ce que finalement, d'adapter la diffusion à son oreille, est-ce que c'est vraiment la vraie vie, dans le sens où dans la vraie vie, il y a une voiture qui passe dans la rue, on va pas l'entendre pareil parce qu'on n'a pas les mêmes oreilles, mais on l'entend comme ça. Et est-ce que adapter le contenu, finalement, c'est quoi, tu vois, moi je me pose des vraies questions là-dessus. Savoir est-ce qu'il faut vraiment adapter le contenu. ça, c'est, je pense, des questions qui sont vraiment liées au développement des nouvelles techno et Ouais. tu vois, l'audio immersif en soi, beaucoup sont pour, beaucoup sont contre, beaucoup pensent que ça va vraiment durer, d'autres sont un petit peu réticents. Donc, je pense que ouais, quand tu regardes l'évolution des formats audio, comme tu disais, mono, au début stéréo, on a fait Ouah, mais Ouais. pourquoi? Ouais. Là, maintenant, il y en a beaucoup qui se disent Ouah, immersif, mais pourquoi? On a tout fait pour que le format il soit évolutif et adaptable et on le voit et on va en parler un petit peu des autres devices qui restituent un peu cette expérience aussi. Euh, te dire oui, ça sera la norme, tu vois, dans un an, je ne sais pas. Ouais. On Ouais. verra, tu vois. Et à quel point est-ce qu'on a besoin d'avoir de l'immersif partout? Hmm. Je ne Ouais. sais pas, tu vois. Mais c'est des questions que tout le monde se pose, Ouais, ouais. je En pense. tout cas, ouais, c'est vrai que tu parlais des histoires d'oreilles et tout. C'est vrai que quand on règle des AirPods sur l'iPhone, effectivement, on nous demande de prendre une photo Mm. de notre oreille. Donc, ouais, c'est assez rigolo. C'est vrai que c'est surprenant la première fois qu'on voit ça. Donc, j'imagine Ouais. que, oui, du coup, il doit adapter la courbe de réponse en fréquence ou, j'imagine, ce genre de choses. Moi, en fait, je trouve que c'est assez pertinent parce qu'effectivement, notre oreille, elle évolue dans le temps. On a des cellules qui ne peuvent pas se régénérer. On perd forcément, tu vois, une précision sur certaines fréquences. Donc, peut-être l'utiliser à juste escient et dire, ah, bah, là, j'ai envie voilà, refaire un petit truc plat pour savoir si tout le monde va écouter la même chose que moi ou si je suis pas vraiment à côté de. Ouais, pourquoi pas, en fait. Hmm. Je pense qu'il y a des usages dans lesquels toutes ces évolutions technologiques liées à l'audio immersif vont être vraiment utiles, en fait. Ouais, ouais, ouais. On avait parlé des enceintes type barre de son. Comment ça marche ça aussi? Parce que c'est pareil. Je veux dire, le casque, on dit il y a que deux transducteurs à gauche et à droite.
Mhm. On a compris un peu comment ça fonctionnait. Une barre de son, c'est juste une barre sous la télé. Comment on fait pour diffuser en spatial, en audio spatial, en Dolby Atmos sur ce genre de matériel? Ouais. Et là, c'est pareil, la barre de son, elle va agir en tant que récepteur de ce que ta télé va décoder, d'accord? Donc la télé décode, Mhm. ok, je t'envoie un flux, et la barre de son, elle va récupérer le flux, elle va dire, ah, bah moi, je suis une barre de son avec des capacités qui vont, qui savent restituer un format Atmos dans une configuration 5.1.2, d'accord? D'accord. Alors 5.1, donc forcément, tu es dans un environnement spatial, d'accord, tu positionnes tes objets à droite à gauche, mais il faut quand même une configuration de sortie physique pour Oui. dire, bah, tu as quand même des enceintes qui vont reproduire le son, Oui. d'accord? Oui. Peu importe Oui. où ce que les objets se situent, il te faut quand même, donc on reparlera de comment est configuré un studio, mais les équipements en public, ils peuvent aller d'un 2.0 jusqu'à un 24.1. Voilà. Ouais. Donc la barre de son dit, moi je suis un 5.1.2, et donc voilà, en fait, elle va réadapter tout ce contenu, tous ces objets, toutes ces métadonnées en fonction de ce qu'elle sait faire. 5 pour les canaux horizontaux, point 1 pour le LFE, point 2, point 4, point 6 pour les canaux en verticalité. D'accord. Et ça, ouais, je crois que ça marche dans le sens où ça utilise les murs, c'est ça, je crois, pour. Alors, tu as différentes configs. Tu as la barre de son qui va, elle, avoir assez peu finalement de canaux parce qu'aussi elle est assez accessible en termes de prix, Mhm. qui va utiliser du coup moins de transducteurs de membrane qui sont beaucoup plus chers, Oui. aussi bien à la production qu'à l'achat. Donc en fait, tu vas avoir des barres de son qui sont à, je sais pas, commencer à 250, 300 euros, qui vont utiliser peut-être plus de virtualisation, comme tu dis, de directivité d'enceinte vers les murs pour aller chercher une réflexion, voilà. Et puis après, tu vas avoir les enceintes qui sont un petit peu plus chères, qui vont, elles, avoir vraiment des enceintes discrètes physiques, qui vont vraiment aller voilà, faire quasiment ce qu'un ampli fait avec des enceintes positionnées dans la Ouais. pièce, quoi. Ouais, c'est ça. Ou comme dans le studio dans lequel on a mixé la chanson ou le film, quoi. Ok. Exactement. Dans Et l'automobile aussi, ça a pas mal. Il y a pas mal de voitures aussi qui sont équipées maintenant en Dolby Atmos, c'est ça? complètement. Ça, c'est assez nouveau, c'est assez bluffant aussi, Ouais. pour être honnête. Donc là, officiellement, on a des partenariats avec Mercedes, Volvo, Polestar. En Europe, c'est un peu les plus connus. Mhm. Il y a d'autres marques qui arrivent et qui sont plus asiatiques ou Mhm. NIO, Xpeng, Lucid. Lucid a été un des premiers. Et ça va continuer très vite. Ce qui est intéressant dans la voiture, c'est que c'est un environnement contrôlé, Ouais. maîtrisé. C'est comme un studio Ouais, finalement. ouais, c'est clair. Pour la musique, c'est extrêmement utile parce qu'on le fait encore aujourd'hui. On va écouter son mix dans une voiture. Si ça passe dans la voiture, Et c'est voilà. quasiment good. Ouais. Là, ça va arriver très vite. Et en fait, l'accès à la technologie, là, c'est sûr que c'est sorti il y a pas longtemps. Donc, ça sort sur des appareils, enfin des voitures qui sont quand même assez cher. Oui, pour Voilà. l'instant. Mais la technologie va évoluer vraiment beaucoup plus rapidement ce qu'on ne croit et ça va devenir, j'espère, une norme dans la plupart des voitures et l'expérience est vraiment assez incroyable. Ouais, mais tu vois, avant on testait les mix dans la voiture parce que c'était pourri. Mais là, du coup, maintenant que vu que c'est bien, est-ce que ça vaut vraiment le coup maintenant de tester dans la voiture? Parce que si vraiment le Il son faudrait est. faire une voiture pourrie Atmos, quoi. Une Kangoo, Voilà. ouais, C'est ça, tu vois, c'est c'est pas pas le mal Dolby ça. Atmos, c'est le pourri Atmos. Voilà, j'ai Ouais, déposé cette marque si tu veux bien. Et voilà. ouais, pas mal, bonne Alors, idée. bah écoute, on va continuer. Notamment, on va parler des labels. Est-ce que tu m'avais dit effectivement qu'on avait discuté un petit peu en préparant cette émission-là, que du côté des labels de musique, il y avait eu pas mal de changements. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Ouais, il y a eu ce vraiment push quand Apple est entré dans la danse, où vraiment là, bon, on avait Amazon et Tidal, Mhm. qui étaient vraiment extrêmement importants et qui nous a vraiment permis voilà, bien, bien poser les bases du format Atmos dans la musique. Et puis petit à petit, Apple est arrivé. Et quand Apple est arrivé, ça a remis pas mal de questions et voilà, beaucoup de labels. Les studios se sont dit, bah, mais c'est vraiment quelque chose en fait. Mhm. Il est vraiment en train de se passer quelque chose, quoi. Et donc, on a beaucoup travaillé avec Apple ici en local pour démocratiser, pour expliquer, voilà.
Et les premiers, comme d'habitude, ont mis le pas, que ce soit les grandes majors. Et puis petit à petit, en fait, tous les labels, les indés, les plus grands indés, et petit à petit aussi les autres indés, s'y sont mis, ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, les acteurs, les principaux acteurs côté label France ont déjà livré des projets en Atmos. D'accord. Et en fait, les labels maintenant, les plateformes de streaming demandent à ce que le flux soit livré aussi en Atmos, donc tu livres ton stéréo et ton Atmos. D'accord. Et les labels, la plupart du temps, suivent le pas. Alors je dis la plupart du temps parce qu'il y a tellement euh, de, de sous-catégories dans un Mm. label, que ce soit une distribution, une licence, que ce soit, voilà. Donc des fois, il y a des choses qu'on peut pas, on maîtrise pas trop parce que c'est différentes productions, différents managers, voilà, c'est plus compliqué. Ouais. Et le mix Atmos n'aboutit pas ou ne se fait pas, mais la plupart du temps, il se fait et il est livré, quoi. Ouais. Et on a eu pas mal d'exemples à sorties récentes. Donc là, alors où on se parle, on est en juillet 2023. Semaine dernière, on a eu des belles sorties. Donc toute la discographie de Booba Oui. en D'accord. Atmos, c'est pas rien. Ouais, c'est pareil. Ouais. Et le dernier album de Nino. Je parle de musique urbaine parce que c'est un peu le genre musical qui est le plus écouté en France. Bah, c'est la Mais, pop hein, actuelle, hein. voilà, mais Tout on simplement. a voilà, tout ce qui va être Aya, Yana Nakamura, Elsa, ça, Ouais. mais on a aussi des choses un petit peu plus éclectiques, que ce soit dans l'électro, le rock, chansons françaises, voilà. Donc il y a vraiment une évolution là-dessus. On regardait quelques chiffres pour aussi te donner une idée et aux auditeurs. En France, quand il y a eu les victoires de la musique 2021-2022, on avait environ 15% tu vois, des nominés ou des participants qui étaient artistes ou groupes participants qui étaient en Atmos. Ouais. Là, aujourd'hui, on va être plutôt entre 35 et 40%. Donc, ce qui est Belle progression quand une même. belle Ouais. évolution. Et j'ai regardé récemment deux choses. On a regardé le top 20 des albums les plus écoutés en 2022. Et on a plus de 50% qui sont en Atmos. Donc, là, une belle D'accord. évolution aussi par rapport aux années précédentes. Et depuis septembre, octobre, avec les équipes Dolby, on monitore un petit peu les albums, les top 10 albums de la semaine Mm. sur le site de la Snap, là. Et à chaque fois, on oscille entre 6 à 8 albums sur 10 les plus écoutés qui sont en Atmos. Donc, Ouais, une belle tout ça pour te progression. dire qu'il y a il y a vraiment une volonté de. Ouais. D'accord. Et tu penses qu'il y a un jour, est-ce que, parce que les labels poussent de plus en plus pour, tu m'avais dit qu'ils demandent effectivement de plus en plus que les mix soient faits en Atmos, est-ce que tu penses qu'il y a un moment où ça va devenir obligatoire? Écoute, je crois que c'est ce que les plateformes de streaming voulaient faire, veulent faire et essayent de faire. Ouais. Malheureusement, parfois, comme je te le disais un petit peu avant, bah, ça se fait pas pour des raisons qui sont un petit peu difficiles à expliquer parce qu'aujourd'hui la musique elle est produite de façon complètement voilà, répartie entre Mm. plusieurs productions et ça se fait pas. Mais, euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de ouais, il y a de fortes chances à ce que, bon, déjà, quand t'es un studio et que tu peux faire à la fois le mix Atmos et le mix stéréo, là, tu le proposes Ouais. et c'est accepté. Mm. Et aussi cette force qu'a le format à pouvoir en fait travailler sur la base d'un mix Atmos d'abord et de pouvoir automatiquement dériver d'autres formats, que ce soit même du 5.1, ce que Mm. tu veux, dont la stéréo, et d'en être finalement assez satisfait. Donc ça, je pense que c'est pour le plus tard, Ouais, pour le plus tard. futur. Mais tu Ouais. penses qu'un jour, ça sera peut-être le cas, quoi. Comme, bah, tu vois, on va reparler du passage de la mono à la stéréo, c'est vrai qu'il y a eu un moment où, bon, bah, les disques mono, on n'en a plus trop, quoi. Et assez rapidement, quand même, on a passé le cap, quoi. Tu penses que ça va être la même Complètement. chose? Je peux pas te dire oui, tu vois, mais le format et les outils sont faits pour ça et se développent de plus en plus. On va parler un petit peu de ouais, plugin, immersif, tout ça. Et quand tu regardes il y a encore 2 3 ans, il n'y avait rien. Aujourd'hui, on commence à avoir le choix, en fait. Hmm, Donc, voilà, petit à petit, je pense qu'on va y arriver. ok. Donc, on peut parler aussi peut-être de Apple Classical, qui est sorti il y a
pas si longtemps que ça, hein, je pense. Là aussi, quel est le lien avec le Dolby Atmos du coup, avec cette sortie? Je rappelle juste les faits. Donc Apple a son service de streaming qui s'appelle Apple Music et ils ont sorti à part une application qu'on doit télécharger à part qui s'appelle Apple Classical et donc qui est orientée musique classique. Et c'est vrai que, bah oui, on s'imagine, c'est vrai que dans le classique, il y a toujours cette volonté de mettre on va dire, l'auditeur au centre de la salle de concert, de se rapprocher finalement, comme c'est la musique classique, c'est fait pour être joué comme ça dans une salle, etc. C'est vrai qu'il y a toujours cette volonté de faire en sorte qu'on ait l'impression d'être dans la salle de concert. Du coup, ça se passe comment avec le Dolby Atmos sur cette plateforme? Ça se passe bien. Ouais, Mais en fait, dès que tu vas voilà, sur Apple Classical et que tu cherches n'importe quel contenu, j'ai fait le test la dernière fois, quasiment tout est en Atmos en fait. ouais, Donc d'accord. c'est plutôt chouette. Et les personnes enfin, toute les labels classiques, les ingénieurs du son, les chefs d'orchestre, tout ça, en fait, le classique a toujours poussé énormément les nouvelles technologies. On s'en rend pas compte, mais ils Hmm. sont précurseurs en fait. Les formats voilà, très haute résolution ou comme ça, même dès l'enregistrement. Et il y a, comme tu dis, vouloir être entouré par l'orchestre. Et Ouais. ça, plusieurs personnes nous ont dit, ah mais enfin, on arrive à avoir les pupitres, j'arrive à avoir mon premier violon comme ça près de moi, quasiment en train de Ouais. souffler, Mais tout quand ça. t'es dans une salle Ouais, de concert, c'est pas ça. T'es devant, les musiciens sont devant toi, du coup. ouais. Et t'as quand même du son Et qui vient de alors, l'arrière parce que t'as la réverbération de la salle, t'as toute l'ambiance de la eh salle. oui. Et ça aussi, c'est encore super important parce que les personnes du classique savent te dire, ah, Philharmonique de Vienne, ah, dans salle avec machin. Et pour restituer aussi, alors tu as le placement des instruments et tout ça, et tu as aussi cette capacité à pouvoir reproduire une acoustique. Ouais, c'est ça. Et ça, voilà. Et je pense que dans ce service Apple Classical, tu retrouves les deux cas d'usage. Ouais, il y a vraiment les deux écoles, quoi. Il y a l'école, t'es au milieu de l'orchestre, et l'école, t'es dans la salle, quoi. Complètement. Ouais. D'accord. Ah, c'est rigolo. Mais bon, après, c'est peut-être aussi du tâtonnement. Comme on y revient, au début de la stéréo, on mettait parfois toute la batterie à gauche et la basse à droite, et voilà, on Mm. faisait un peu, on tentait des trucs. Là, c'est toi, tu penses qu'il y a au final, va y avoir une méthode qui va rester, l'autre qui va être abandonnée, ou tu penses que les deux peuvent coexister, les manières de mixer? Je pense que ça va coexister en fonction des productions. T'abordes pas un Mozart comme t'abordes un Debussy, un Fauré. Il y a des... Et puis il y a un grand respect en fait, tu vois, sur l'interprétation d'une œuvre classique. Tu peux pas y aller comme ça et dire ah bah allez hop, moi l'harpe je vais la faire voyager là. Oui, Tu vas oui. voir, tu vas voir ce que tu vas voir. Non non, il y a des choses, il y a un immense respect voilà. Mais tu vois, il y a beaucoup de compositeurs qui ont, voilà, je veux dire, la musique a été conçue à la base avec ils étaient au centre, quoi, Oui, tu oui. vois, entourés, donc il y a des liens à faire. Ouais, Ouais, c'est un peu comme définitivement. effectivement le mixage de la batterie dans le rock ou dans la pop. Il y a toujours ce côté, genre, est-ce que tu le mixes comme si t'étais le batteur ou est-ce que tu mixes comme si t'étais en face de la batterie, quoi. Et finalement, les Eh ouais, deux coexistent, quoi. Les deux c'est ça. coexistent. Et on voit aussi des choses assez intéressantes sur la prise de son. Il y a de plus en plus de labels qui commencent à développer des techniques, des guidelines de prise de son, de dire, ah bah, dans dans la perspective de faire un mix Atmos, dès l'enregistrement, je vais placer peut-être un ou deux micros en plus pour avoir ce détail qui va faire un peu la différence sur Hmm. une prise de son, tu vois, pour une reverb ou sur plus près d'un instrument d'un soliste. Ou, voilà. Il y a déjà cette volonté et je pense qu'elle va ouais, elle va suivre un petit peu dans d'autres styles et d'autres genres musicaux. D'accord. Avant de parler du mixage à proprement parler, il y avait le cas Sony aussi, qu'on avait peut-être évoqué, mais je me rappelle plus de ce que c'est exactement. Est-ce que tu peux... Sony, en fait, c'est un des concurrents du Dolby Atmos, Ouais, Sony 360, donc c'est un autre format de livraison d'accord. immersif que tu peux retrouver sur les plateformes voilà, de streaming comme Amazon Music ou Tidal. Ouais. Euh, voilà, alors après, comment est-ce que ces deux formats vont cohabiter et vivre, Bah, je sais pas. historiquement, quand même, malgré tout, on voit que, voilà, que ça soit la VHS ou la Betacam, souvent quand il y a deux formats,
Il y a de la place à la fin que pour un seul, quoi. Je veux dire, le Blu-ray, le HD DVD, je veux dire, toute l'histoire. Mini-disque aussi, Les je sais pas mini-disques. si t'en Ah, as une, le toi. mini-disque, à la limite, il a eu sa vie. Non, mais il y avait la cassette numérique aussi avec le mini-disque. Il y a eu des cassettes, mais numériques. Et qui, elles, Ok. n'ont pas du tout marché. Mais c'est vrai que généralement, quand il y a deux formats, il y en a toujours un qui reste et l'autre qui se fait jarter, quoi. Ouais. Donc bon. En tout cas, voilà, le Dolby Atmos, malgré tout, vous avez quand même quelques alliés de poids, quoi, notamment Apple, hein. Bah écoute, on va parler de mixage maintenant, donc en Dolby Atmos. Tu parlais un moment de remixage de catalogues existants, notamment tu avais dit que tout le catalogue de Booba avait été remixé en Dolby Atmos. En quoi mixer un morceau, donc vraiment actuel en 2023, en Dolby Atmos, c'est différent du travail de remixage? Euh, Ça va déjà dépendre de ce que tu peux avoir en source. Hmm. Et c'est là où des fois on a été aussi surpris parce que sur des projets d'il y a peut-être 5 ans déjà, ça commence à être compliqué parce qu'en fait on ne pense pas à l'archivage du tout. Ah ouais, Et c'est ça. ça c'est pas bien. Oui, parce que finalement, au mieux, on a des stems, c'est ça, ce qu'on appelle des stems. Donc Et ça veut ouais, dire on a certaines parties, on a certains canaux, une version simplifiée des canaux, mais c'est vrai que là, ce qu'on veut, du coup, c'est transformer des canaux en objets. Du coup, c'est ça pour pouvoir remixer en Atmos. ouais, c'est ça. Et alors sur sur du catalogue, la plupart du temps, si c'est bien fait, effectivement, on arrive à récupérer soit le multitrack, Hmm. dans le meilleur des cas, soit les stems. Voilà. Ouais, Et avec ça, on récupère les stems, on positionne ça dans notre dos, et ensuite le renderer, donc l'algorithme, le logiciel, pardon, Dolby va dire, bon, bah, ok, j'ai tant de pistes, tant d'éléments que tu veux ouais, spatialiser un objet, et voilà comment est-ce que tu veux les positionner. d'accord. Dans des nouveaux projets, nouvelles productions, bah forcément, on a plus d'accès, ou plus simple en tout cas, à la matière. Et donc, en fait, plus on va avoir de pistes ou de stems, voilà, plus on va pouvoir apporter une Hmm. précision au mix, que ce soit dans le positionnement, mais aussi dans le déplacement si on veut en faire. Donc tout dépend, vraiment, c'est super important, c'est la matière et ce qu'on peut avoir ouais, pour travailler, quoi. Ouais, d'accord. Donc oui, c'est plus facile, effectivement, quand tu pars dès le début avec en tête, il va y avoir un mix Dolby Atmos, parce que tu vas faire attention à bien garder le maximum d'objets, justement, audio, pour pouvoir faire ce que tu veux après. Dans le cas d'un remixage, du coup, d'une chanson voilà, qui est sortie il y a 10 ans, voire plus, comment ça se passe avec l'artiste, avec l'ingé son qui a fait le mixage original? Généralement, c'est quoi? C'est le même ingé son, c'en est un autre, il y a une communication qui se fait entre eux? Comment ça se passe exactement? Alors sur du catalogue, généralement, c'est pas le même ingé son, c'est très rare, c'est assez rare. Ça D'accord. arrive hein, que ça soit l'ingé son parce qu'on arrive à accéder à, voilà, bah, à l'ingé son et aussi à tout son matériel et son savoir, donc ça c'est l'idéal, Hmm. mais ça prend du temps. Ouais. La plupart du cas, c'est l'ayant droit, le label qui dit bon bah voilà, il y a une ressortie en Atmos parce que bah voilà, c'est un nouveau format ou parce qu'il y a une édition anniversaire, peu Hmm. importe. Et donc, ils vont aller chercher un des studios Dolby Atmos validés ou un ingénieur qu'ils connaissent. Et ils vont mettre à disposition comment ça s'appelle, les stems, Ouais. voilà, toute la matière en fait Hmm. qui va. Et généralement, le mixeur Atmos va recevoir donc pour référence le master stéréo, parce Ouais. qu'il lui faut voilà, bah, une référence, tout Hmm. simplement, et va pouvoir aussi importer tous les éléments qui vont lui être possibles pour rendre le mix Atmos. Et la troisième chose, c'est la direction artistique de l'ayant droit ou du label, pour Ouais. dire, moi, là-dessus, je souhaiterais quelque chose de très conservateur, fais pas trop le foufou, Hmm. ou alors, vas-y, lâche-toi, Fais-toi fais-moi plaisir. rêver, j'en veux dans tous les sens. Donc ça, Ouais. c'est vraiment une approche beaucoup plus subjective et elle va vraiment varier de ce que l'artiste, quand il est impliqué, encore en vie, ou l'ayant droit va dire, et comment est-ce que le mixeur va le mettre en œuvre. Hmm. T'as différents exemples comme ça qui te viennent en tête? Justement, t'es un Booba, tu parlais de Booba. Est-ce que lui, il a été impliqué aussi dans le mixage? Ou alors il s'en fout? Pas forcément. Il y a d'autres artistes plus. Alors, il y a des. On voit.
En fait, il y a un directeur artistique un jour qui m'a dit, franchement, ça, c'est vraiment une tuerie parce que dans la musique urbaine ou dans le Mm. hip-hop ou le rap, on arrivait un petit peu face à un mur, quoi. C'est-à-dire, il y a tellement eu de production, fallait tellement faire des trucs, Mm. livrer, que grâce à cet outil, on va réfléchir dès la base à comment faire le son, Ouais. qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en plus et comment est-ce qu'on va pouvoir raconter une histoire au-delà de juste, juste essayer de caser dans un truc un peu stéréo. Ouais. Donc, il y a eu voilà, il y a plusieurs exemples comme ça où les artistes ont été vraiment beaucoup plus impliqués, quoi. Ouais. Et imaginons une prod du coup actuelle qui sait qu'elle va être mixée en Dolby Atmos à un moment. Du coup, comment ils font pour le mixage stéréo? Parce que j'imagine que le mixage stéréo, malgré tout, ça reste indispensable, j'imagine. Dis-moi si je me trompe, mais j'imagine que c'est pas encore abandonné. Comment ils font du coup? Ils le font vraiment complètement à part ou ils le font après? Ça dépend si, ouais, si le mixeur qui connaît ce stéréo, parce qu'il y en a beaucoup qui sont passés aussi à l'Atmos, font les deux. Tant mieux, comme ça, quand ils peuvent aller en studio se rendre compte du résultat, ils peuvent valider les deux. Ou alors, c'est un autre mixeur, c'est pareil, qui va travailler, voilà, qui va vraiment pas toucher à la stéréo Mhm. et qui va travailler uniquement sur le mix Atmos. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans un service de streaming très rapidement, c'est que à partir du moment où vous n'avez pas l'équipement compatible pour décoder ou le service, Mhm. le format stéréo, ça reste le format stéréo traditionnel, d'accord? D'accord. C'est pas en fait un mix ou un re-render de la version Atmos qui saurait le D'accord. faire, mais qui ne le fait pas. Donc, Mais c'est vrai que on c'est garde encore intégré dans le beaucoup. format? C'est embed dans le format, en fait, la stéréo? Ou non? Comment ça se passe, le fichier Dolby Atmos, en fait? Il y a quand même une Euh, version stéréo dedans ou... alors, il y a deux, il y a la capacité de restituer ça sur uniquement deux enceintes, et après, il y a toutes les métadonnées qui sont liées plutôt au binaural, qui elles sont, D'accord. ça on n'en a pas parlé, mais elles sont, on peut les ajuster et les modifier. C'est-à-dire que si toi tu fais une version dans ton studio et tu es très content, mais que tu mets le casque, qu'en fait tu aperçois que la restitution fait que la guitare est beaucoup trop Mm. proche, tu vas pouvoir dire dans le Master Atmos, fais en sorte que cette guitare s'éloigne un petit peu. Donc tu as Ouais, d'accord. voilà, toutes ces métadonnées qui vont varier. Mais le flux stéréo aujourd'hui, tel quel que tu reçois sur ta plateforme voilà, et sur ton device, c'est le flux stéréo classique. Donc C'est un fichier à les part, quoi. plateformes de streaming voilà, utilisent Mm. deux fichiers, tout simplement, D'accord. l'Atmos et le stéréo. Ok, ok, c'est ce que je voulais savoir. Bon, bah, très bien. Et du coup, alors, on va peut-être aborder maintenant le sujet qui peut intéresser, je pense, pas mal de gens qui le regardent aujourd'hui. C'est justement toute cette accessibilité. Parce que c'est vrai que le Dolby Atmos, quand on l'a vu débarquer il y a 2 ans, nous on avait interviewé notamment un ingénieur du son qui avait équipé son studio professionnel pour le Dolby Atmos. Donc c'est vrai que ça, voilà, c'était un investissement pour lui, mais apparemment c'était un bon investissement parce qu'il avait pas mal de boulot grâce à ça. Et du coup, alors pour tout ce qui est, on va dire, studio plus modeste, voire home studio, voire project studio, quelles sont les solutions? Est-ce qu'il y a des solutions déjà? Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui, est-ce que c'est possible de faire du mixage Dolby Atmos chez soi et quelles sont les solutions du coup? Alors oui, c'est possible. La première étape, c'est que n'importe qui, en quelque sorte, peut déjà commencer à faire un mix Atmos. Si on prend Pro Tools, si on prend, alors plus particulièrement Logic, Ouais, Nuendo, si on prend Cubase ou encore Pyramix, eux, ils ont le plugin, on va dire, d'accord. Atmos intégré. Ah ouais, Ce qui super. veut dire que vous mettez un casque, n'importe quel casque, et vous pouvez déjà en fait faire une production donc qui va être restituée Atmos en binaural, d'accord, Mm. uniquement en casque, mais du coup qui va fonctionner parfois sans coût supplémentaire pour Logic. C'est déjà intégré dedans, donc vous avez juste En à même temps, l'activer. Logic, c'est Apple, Apple, là. Exactement, Bon, voilà. ça se comprend. Et le Donc ça plugin, du c'est coup, il sert à quoi en fait? Le plugin, il sert juste à l'encodage ou alors il y a toute. Parce que vu que c'est un mixage par objet, du coup, j'imagine qu'il doit y avoir une interface graphique spécifique, etc. Comment ça se passe? exactement. Donc, il comprend en fait qu'est-ce que tu es en train de faire, qu'est-ce que tu envoies du dos et comment est-ce que tu l'envoies, est-ce que tu envoies des objets et comment est-ce que tu positionnes et tu pannes tous ces objets. Donc, c'est vraiment le moteur de rendu, le moteur qui va D'accord. comprendre, qui va récupérer donc tout ce qui vient de ton dos pour ensuite
pouvoir effectivement l'encoder et le restituer plus tard. D'accord. Et du Donc ça, c'est coup, la... ouais. Ouais. En fait, concrètement, comment ça se passe un mixage en Dolby Atmos? C'est parce que, du coup, vu que c'est plus un mixage par canal, t'as toujours les faders. Tu vois, mais je te pose vraiment des questions qui peuvent te paraître complètement idiotes, mais tu vois, j'ai jamais fait de. Ça se passe En fait, comment, c'est en fait? super simple. Tu as t'as une piste voix. Ouais, OK. Cette piste voix, tu as deux choix. C'est soit tu décides de la traiter comme un bed, donc cette approche un petit peu plus multicanal qu'on parlait un petit peu alors auparavant, justement, ou bed, c'est alors quoi un bed, justement? un bed, c'est tout simplement pense bed égale enceinte. D'accord. Donc un bed 7.1, d'accord, c'est un bed où si tu décides d'envoyer un son dans un bed, le son va aller chercher l'enceinte. C'est toute Si une tu couche, décides de justement, multicanal, quoi. C'est la couche multicanal du Voilà, Dolby Atmos. exactement. D'accord. C'est ça. Et si tu décides de transformer cette voix en objet, cet objet ne va pas aller chercher une enceinte, elle va aller chercher un positionnement dans un espace donné. D'accord. Ouais. C'est ça la grande différence. Voilà. D'accord. Donc c'est un mélange des deux. Et donc Ouais. cette voix, du coup. Et donc cette voix, tu te dis, bah moi je veux que cette voix elle soit dans mon bed LR et un petit peu au centre, par Mhm. exemple. D'accord. Donc tu la pannes tout simplement Mhm. dans ton bed. Ou alors à un moment tu te dis non, moi je veux que cette voix, en fait, à un moment là, il y a les chœurs, tout ça, je veux que les chœurs ils fassent avant de, tu vois, sur un pré-refrain, que ça fasse ouh et que ça monte comme ça. Je vais Ouais. les transformer en objet parce que j'estime que l'objet c'est quand même mieux si ça monte comme ça. D'accord. Ta piste, tu peux, je sais pas, peut-être la dupliquer, voilà, ou en avoir plusieurs et dire bah ça se transforme en objet que je positionne ici. Et là tu fais un pan avec une D'accord. automation. C'est comme si tu faisais en fait un pan LR en fait, sauf que là tu le Ouais. fais en trois dimensions X, Y, Z. Et là tu peux voir comment est-ce que le moteur de rendu comprend que tu lui envoies ces informations et tu peux voir visuellement comment est-ce que les objets se déplacent Ah, et faire tu vois l'écoute en direct. Donc c'est vraiment très simple, c'est assez accessible. d'accord. Généralement, quand on fait les premiers mix Atmos, on importe la version stéréo en termes de référence, Ouais. on importe les stems et on s'amuse un petit peu à commencer à placer bah, voilà, voix, basse, batterie, et puis commencer un petit peu à ouvrir, et puis voilà, trouver ces petits éléments qui vont faire que, la, que la technologie soit au service de la musique et pas l'inverse en fait. Parce que c'est pas parce que tu as une... T'imagines, tu peux mettre jusqu'à 118 objets dans un mix Atmos, t'imagines? Ça fait beaucoup. Ouais. C'est le bazar. Et donc, des fois, tu fais. Hmm. Voilà. Et c'est pas parce que tu as cet outil qui a la capacité de le faire Qu'il que faut le c'est faire. pertinent de le faire. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Et ouais. Et comme tu disais, on n'a pas l'habitude d'avoir. Hmm. Tu vois, si tu mets la voix derrière moi, ah, Oui. je sais pas, j'ai pas l'habitude de faire ça. Donc, il y a des petites choses qui sont propres à comment est-ce que l'oreille réagit et voilà, propre aussi au multicanal. On n'envoie Ouais. jamais le même son devant et derrière parce que Ouais. dans la vraie vie, ça marche pas, ça. Hmm. Tu vois? C'est Bah pas ouais. comme ça qu'on perçoit Bah la ouais. musique. Et puis en plus, ça marchera pas. Tu vas avoir des oppositions de phase, des choses Oui, comme ça va ça. être, Donc en fait, c'est pas une bonne idée, effectivement. Mais du ouais, coup, alors, dans les interfaces, on va dire, même si je pense que chaque logiciel a sa façon de faire, mais en gros, pour chaque source, tu peux avoir un bouton qui te permet de passer d'un mode canal à un mode exactement. objet, quoi. Et quand Voilà, tu tout te mets le simplement. mode objet, du coup, là, tu as l'interface graphique avec, voilà, comme ce dont on parlait, l'objet 3D, comme quand tu Complètement. fais un jeu vidéo avec un objet Voilà. 3D. Voilà, tout D'accord, simplement. ok. Et donc ça, le modeur de rendu Dolby Atmos, il est soit intégré nativement dans les dos, soit tu peux l'installer aussi en application externe. D'accord. Ce n'est pas un plugin que tu installes, tu vois, sur un bus ou sur une tranche, Oui, d'accord? ah Ça, oui. il y en a. Ça, c'est autre chose. C'est des plugins qui vont ajouter une reverb ou qui vont ajouter, tu vois, des éléments d'upmix. Parce que des fois, tu n'as pas forcément beaucoup de matière, donc il faut que tu upmixes une partie de tes éléments, parce que tu te rends compte aussi peut-être que quand tu éclates le mix spatial, en fait, tu perds cette glue ou Hmm. cette chose, cette compression que tu avais fait en bus mastering, tu vois, stéréo, ça marche pas, donc tu vas utiliser peut-être, et là, pour le coup, des plugins, il y en a de plus en plus. Récemment, il y a les Italiens de chez Hornet, Ouais. Samp, qui ont développé un master bus avec des equalizers, des choses comme ça. Tu as Panteo, tu as Nudgen, tu as Liquid Cinematics, tu as Isotope. Voilà, là, on Ouais, tu commence commences à avoir vraiment pas à mal de avoir de plus solutions en plus, logicielles. c'est Hmm. ça. Et chaque mixeur commence à développer bah, ses propres techniques, c'est-à-dire est-ce que voilà, je positionne
pas de reverb dans tout ce qui va être frontal, une reverb moyenne sur les côtés et une longue reverb à l'arrière. Comment est-ce que je traite mes instruments? Est-ce que je conserve plutôt basse, batterie, voix dry en face? Est-ce que je la mets vraiment dans le centre? Mais est-ce Mm. que ça marche quand je restitue au casque? C'est Et toute ça. cette petite technique-là, c'est très simple d'aborder un mix Atmos dès le début parce qu'en fait, il suffit de panner, il suffit de spatialiser. Ouais, c'est ça. Mais petit à petit, comme toute technologie, il faut prendre le temps de bien écouter ce qui se passe au casque et surtout d'aller en studio pour vérifier en fait comment le mix se transpose. Parce que le problème, est-ce que comme on l'a dit, le format il est évolutif et adaptable, d'accord? Mhm. Donc il va aller dans ton casque, mais il va aller aussi dans des barres de son, des voitures, C'est ça. beaucoup plus vite que ce que tu ne le penses. Ouais. Et si tu ne vérifies pas dans un vrai studio, et c'est ce que tous les labels demandent, toutes les plateformes de streaming, si tu ne vas pas dans un studio, bien que ta version au casque elle a été faite, mais Mm. que tu ne vas pas le vérifier dans un studio, tu vas valider par Dolby, ça va pas être accepté en fait. Ouais. Parce qu'il y a trop de risques et tu cours toi-même un risque que ton mix ne puisse pas se transposer. Et c'est tout à fait logique parce qu'en fait, tout ce que tu vas mettre dans un casque, et si tu le fais déjà en stéréo, tu fais pas un mix au casque uniquement, tu le Ouais. vérifies sur Bien sûr. plusieurs matériels. Bien sûr. Et là, c'est pareil en fait, parce qu'en fait, les effets que tu vas mettre et la façon dont tu vas percevoir le son au casque n'a absolument rien à voir avec comment est-ce que tu vas le percevoir une fois que tu sors de cet environnement et que tu le mets sur des enceintes. Et ça, c'est très important. Donc, on a une liste de studios validés Dolby Mm. qui ont des critères très, très spécifiques quant au volume de la pièce. Ouais. Ça, on peut en parler, du nombre d'enceintes positionnées avec des différents angles et tout ça, qui vont en fait sécuriser ou valider techniquement pour qu'un label ou n'importe quel artiste puisse dire, ah bah oui, lui, il est validé Dolby, ça veut dire qu'en D'accord. fait, son studio, il répond aux normes. Après, Ouais. comment est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'en fait, il est foufou et Oui, il bah, ça transpose après la basse comme c'est ça? l'humain quoi, ça on peut pas C'est savoir. l'humain, c'est Mais ce du type. coup, c'est quoi les parce que là, bon, on a quelques solutions effectivement logicielles pour les home studios, mais imaginons, on va dire les gros home studios, voilà, les project studios et tout ça. Est-ce qu'il y a des possibilités pour être quels sont justement, on sait jamais, voilà, si quelqu'un qui même un pro, hein, tu vois, qui nous regarde, Mhm. a envie de passer justement d'avoir la validation Dolby Atmos. Quelles sont les Yes. solutions matérielles du coup, parce que j'imagine qu'il y a un moment quand même où il faut du Et oui. matériel, quels sont qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour pouvoir Ouais. avoir être estampillé Dolby Atmos. C'est ça. Il y a trois choses à prendre en compte. La première chose, c'est la taille, en fait. Donc, il y a un minimum de taille à respecter en termes de volume. D'accord, Ce qui est pas énorme, en fait, on considère que le layout, c'est-à-dire la distance entre les enceintes dans le studio, doit être d'environ entre 3 et 3,5 mètres. Donc, si tu veux, ça te fait un studio de peut-être une cabine de 15 mètres carrés. C'est déjà oui, largement c'est pas suffisant. énormissime, ouais, effectivement. C'est pas énorme, d'accord, 15 mètres carrés. Ensuite, il y a une autre particularité dans la dimension, c'est la hauteur, donc qui doit être environ de 2,40 mètres, c'est-à-dire c'est la distance entre le sol et là où va arriver l'enceinte, plus particulièrement le centre acoustique de l'enceinte. Hmm. Ça, c'est assez important parce que si tu ne définis pas une hauteur qui correspond aussi un petit peu voilà, à un volume qui est cohérent, dès que tu vas le transposer ailleurs, Oui. toute ta verticalité, elle va pas être équilibrée, elle va se casser la gueule et c'est pas ce que tu veux. Donc, il faut Hmm. faire attention à ça dans un premier temps. Mais bon, on retrouve généralement ces dimensions, comme tu dis, dans les home studios. Bon, 15 mètres carrés, ça va. Oui, c'est pas. Hmm. La deuxième chose, c'est la configuration d'écoute minimum pour un studio en termes de nombre d'enceintes. Donc là, on est sur du 7.1.4. Donc D'accord, ça veut dire 7, quoi? ça va être le nombre d'enceintes que tu as autour de toi, D'accord, centre, gauche-droite, side et surround. D'accord? d'accord, Enfin, ok. back, donc tu en as 7. Hmm. Ok. Point 1 pour le sub, donc le sub est extrêmement important. Hmm. Et point 4 pour ce qui va être voilà, toute la verticalité, pardon, les enceintes qui vont être au plafond. Donc Ok, 7.1.4. ok. Et là, les solutions, de plus en plus de fabricants proposent des enceintes qui sont à la fois simples à intégrer, à positionner, et qui sont de plus en plus accessibles. Voilà, je prends Oui, parce que quelques c'est exemples. comme les casques en fait. Finalement, c'est pas l'enceinte qui va décoder. Donc finalement, en théorie, toutes les enceintes pourraient faire l'affaire si elles sont bien placées. Alors,
Oui et non, Ouais. parce qu'en fait, tu dois respecter, dans la philosophie d'un mix Atmos et dans la philosophie de comment est-ce que le son immersif va fonctionner dans ce format, Mm. n'importe quel son, n'importe lequel dans la plage de fréquences audibles de l'oreille humaine peut être positionné à n'importe quel endroit. Ça veut dire que ton enceinte doit être capable de reproduire ce spectre, que ce soit celle de devant ou celle à l'arrière ou celle du haut. Et tu vas me dire, ah ouais, mais alors attends, dans un home studio, jamais je pourrais me permettre d'acheter du ATC ou du PMC full band. C'est Mais ça. oui, donc on va appliquer du bass management et c'est là où beaucoup d'enceintes sont. Bah, de toute façon, le bass management, tu peux le faire avec tout et n'importe quoi. C'est Ouais. juste tu détermines une fréquence de coupure, crossover, Oui. donnée en fonction des capacités de l'enceinte, Ouais. parce que beaucoup est à faible. C'est-à-dire qu'à faible encombrement et avec un budget limité, tu peux pas demander une membrane de 4 pouces d'aller descendre et aller C'est chercher ça, ouais. 70 Hz. C'est pas Mm. possible, c'est impossible. Donc tu Ouais. lui dis, toi, à 120 Hz, t'arrêtes de travailler. Ouais. Et tout le signal qui arrive chez toi, tu l'envoies dans un canal, donc le canal qui fait office d'LFE, mais il ne fait pas que LFE, il fait aussi bass management, c'est deux Ouais. choses complètement différentes. D'accord, ouais. Et comme ça, tu délestes l'enceinte, tu la laisses travailler dans ce qu'elle sait faire, tu lui donnes cette capacité à être full band, et donc tu peux te permettre d'avoir des enceintes un peu plus petites dans ton Ouais. espace. Et là, tu peux aller voir Focal, Genelec, Neumann, Eve Audio, Kali, ce que tu veux. Ouais, d'accord. Ouais, a priori, toutes les grandes marques, du coup, proposent des solutions. Voilà. Et tu as un placement à respecter. C'est pareil, si tu mets un centre, le centre est ton enceinte centrale, tu la mets pas là, quoi. Tu Oui, la oui, mets oui, pas à droite. logique, oui, logique. D'accord. Ouais, Et donc Dolby a ce guide pour dire, bah voilà où est-ce que les enceintes doivent être positionnées en termes de degrés, gauche, droite, side et surround, et pareil pour la hauteur. Donc il y a un placement et un angle à respecter, tout simplement. mm. Voilà. Et, Et et ensuite, techniquement, alors comment ça se passe? C'est si je suis un studio, que j'ai bien étudié le truc, j'ai téléchargé ouais, toute la doc et tout ça, j'ai placé toutes mes enceintes au bon endroit et tout. Qu'est-ce que je fais? J'appelle Dolby et j'ai dit bah venez les gars, venez écouter et puis alors, on a un petit lien, ça on pourra le partager comme ça, tout le monde pourra l'avoir. On a un petit lien qui est le onboarding studio, ouais, où en fait tu rentres toutes tes données, tu dis, bah, comme tu dis, coucou, moi j'ai tout fait, je pense que là je suis bien dans les normes, etc. Ou alors, bon, j'ai des questions, voilà ma room, je ne sais pas trop encore. Il y a plusieurs étapes dans un projet, donc tout est le bienvenu, on étudie tout, on regarde tout. Et en fonction de où est-ce qu'on en est, l'idée c'est qu'à la fin on puisse dire, bah ouais, théoriquement, là le studio il répond aux normes avec le matériel que vous avez choisi. On a des outils de calcul pour ça, on a déterminé le modèle d'enceinte que vous voulez, le positionnement semble être correct, éventuellement on se déplace pour visiter. Voilà, si tout est conforme en fait, nous, on dit, bah, OK, une fois que le studio sera terminé, ou alors s'il est déjà terminé, on peut venir vérifier, valider. Et mhm. dans ces cas-là, le studio est répertorié et référencé chez nous. Comme ça, les labels et les plateformes de streaming peuvent avoir accès et dire, effectivement, le studio de Grégoire, Ouais, bien, il est bien. Écoute, il c'est est pas bien, encore bien. le cas, mais je vais bosser dessus là. Je vais mettre des enceintes au plafond, je vais voir. Ouais, parce que c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure sur les enceintes au plafond, effectivement, c'est bien de le bass management parce que ça permet de pas avoir des enceintes de 25 kilos au plafond, ce qui peut entraîner un accident bête hein, quand même. C'est vrai que moi Carrément. je serais pas serein d'avoir une grosse enceinte au-dessus de ma tête, mais bon. C'est parce que je suis pas un bon bricoleur, c'est pour ça. Bah écoutez, nous on espère en tout cas que cette vidéo, ce petit live vous a plu, évidemment. Merci à toi Adrien d'avoir répondu à toutes les questions. Merci à Dolby évidemment d'avoir sponsorisé cette vidéo. Donc moi je vous dis bah, à très bientôt le chat et puis à très bientôt sur le channel d'Audiofanzine. Allez, ciao ciao.